Mesdames et messieurs qui nous suivez partout en RDC, la commission permanente vous souhaite la bienvenue à cette formation en ligne sur la thématique enseigner et évaluer autrement. Comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est engagé dans une vaste réforme, la réforme licence, maîtrise et doctorat, qui nous permet de pouvoir changer le paradigme d'enseignement, le paradigme d'apprentissage, le paradigme de gestion. Et pour ce faire, cette réforme présente plusieurs défis. Le tout premier défi était celui d'élaboration des curricula selon le format LMD. Ce défi est presque en train d'être relevé au jour d'aujourd'hui, car nous disposons déjà d'environ 456 maquettes qui sont postées sur les sites internet du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Bien entendu, ce premier défi va être complètement bouclé lorsque nous allons terminer le travail d'élaboration des descripteurs des unités d'enseignement. Le deuxième défi se trouve être celui de la formation des enseignants, la formation des étudiants, la formation de tous les acteurs impliqués dans la réforme LMD. Et donc, cette formation pour les enseignants a déjà démarré et plusieurs modules ont été animés aussi bien en présentiel qu'en ligne, mais nous avons estimé que pour atteindre le plus large public possible, il était nécessaire de recourir aux méthodes d'enseignement en ligne. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré livrer cette présentation à distance sur la thématique modalité de contrôle de connaissances et des compétences. Bien entendu, nous n'en dirons pas assez. Le troisième défi, demain, sera celui de la gestion informatisée de la réforme LMD ou de la scolarité LMD. Voilà, donc pour cette présentation, nous allons parcourir 3 grands points. Le premier va concerner le principe de délibération et d'évaluation dans le système LMD. Le deuxième concerne les modalités de calcul des résultats et le troisième, les modalités de présentation et d'archivage des résultats. Commençons d'abord par la structure des offres et les principes de délibération LMD. Pour éviter une mémorisation abusive des règles d'évaluation et de délibération dans les cadres normatifs, il convient de comprendre les principes qui régissent le contrôle des connaissances et des compétences dans les systèmes LMD. Comme d'aucuns le savent, et le font régulièrement d'ailleurs, on a tendance à faire du neuf à partir du vieux. Cette pratique n'est pas une bonne chose, parce que les gens ont tendance à procéder à une délibération du nouveau système en suivant les règles de l'ancien système. Pour ce faire, il convient de bien comprendre l'organisation en strates d'une offre de formation LMD. Et ces strates sont les éléments constitutifs, les unités d'enseignement, le bloc de connaissances et des compétences, les semestres, les parcours, les mentions, les filières et ainsi que les domaines. L'évaluation et la délibération LMD suivent cette logique de stratification. Voilà. Il nous faut comprendre très bien l'offre de formation LMD. Toute offre de formation LMD est structurée en plusieurs couches. La première couche, c'est la couche des éléments constitutifs. Les éléments constitutifs qui sont des éléments de matière à enseigner. Autrement dit, les atomes pédagogiques pour utiliser le jargon pédagogique. Ça, c'est le premier niveau
L'ensemble des éléments constitutifs constitue ce qu'on appelle une unité d'enseignement. Et donc, le deuxième niveau, c'est le niveau des unités d'enseignement, qui sont les cours dans les systèmes LMD. L'ensemble des unités d'enseignement, dans une catégorie donnée, constitue ce qu'on appelle un bloc de connaissances, un bloc de compétences. Un bloc de connaissances et de compétences, c'est l'ensemble cohérent et homogène des unités d'enseignement contribuant à la connaissance et compétence d'un diplôme. La CPE a recommandé 3 blocs. Le premier étant le bloc fondamental, c'est-à-dire toutes les unités d'enseignement qui constituent la base de cette filière ou de la mention. Le deuxième bloc, c'est un bloc transversal constitué des outils, toutes les unités d'enseignement qui se constituent en outils pour la mention sont dans les blocs transversaux. Et le dernier bloc, c'est le bloc de développement personnel qui est composé des unités d'enseignement qui contribuent au développement de la personnalité. L'ensemble de blocs constitue un semestre. Un semestre est constitué d'un ou de plusieurs blocs. Il peut y avoir des blocs qui s'étendent sur les 2 semestres. C'est possible, c'est un cas de figure envisageable. Dans ce cas, le bloc ne sera pas calculé à la fin du premier semestre. Il faudra attendre à la fin du deuxième semestre pour calculer le bloc. L'ensemble des semestres constitue une année d'études. Ça peut être une année de licence, de master, de doctorat. Et l'ensemble des années peut donner au minimum un parcours, sinon au maximum, ça nous donne une mention. Une mention, et l'ensemble des mentions nous donne une filière, et les filières sont constituées en domaines. Donc voilà la stratification ou la structuration d'une offre LMD en strates ou en couches. La première couche, élément constitutif. La deuxième, unité d'enseignement. La troisième, bloc de connaissances et de compétences. La quatrième, les semestres. La cinquième, les années. La sixième, les parcours. La septième, les mentions. Et la huitième, les données. Voici un exemple des catégorisations des unités d'enseignement. La CPE, avec les experts, ce qu'on a appelé la task force curriculaire, ont produit des maquettes de programme. Mais ils n'ont pas fait le travail des regroupements des unités d'enseignement en catégories, de la catégorisation des unités d'enseignement. Ce travail sera fait par le conseil de la mention, sera fait par le conseil pédagogique, comme on l'appelle. Voici un exemple tiré de la maquette de l'Institut des Arts et Métiers, plus précisément de la mention technique d'habillement en L1. Voici ce qui constitue les unités fondamentales. Il y a par exemple une unité intitulée pratique du métier, technologie des vêtements et des outils, pratique du patronage et des gradations, technique des vêtements flous. Vous voyez, ça, ce sont des unités d'enseignement de base pour la filière. Elles constituent ce que nous appelons le bloc fondamental. Ensuite, vient le bloc transversal. Ce sont des outils indispensables pour les étudiants de cette mention et qui vont leur faciliter la tâche dans leur domaine de couture et d'habillement. C'est le cas d'une unité d'enseignement telle que l'informatique vestimentaire, la communication, qui comprend des essais comme expression orale écrite, pratique de langue, anglais technique,
Et enfin, vous avez les unités d'enseignement du développement qui comprennent entre autres unités la déontologie professionnelle et l'éducation à la citoyenneté. Et vous avez le courant et style vestimentaire. Même chose avec la première licence en sciences économiques, où vous avez le bloc des unités de développement qui comprennent communication 1, valeurs, principes et symboles de la République. Vous avez les unités d'enseignement transversal qui comprennent statistiques en économie et gestion 1, et vous avez mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion. Et vous avez aussi, toujours comme unité d'enseignement du développement, histoire économique, histoire des faits économiques et sociaux. Et vous avez les unités d'enseignement fondamental telles que management 1, mathématiques de la finance, analyse économique, ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous avez reçu une maquette, pour vous aider à bien faire la délibération, il est indispensable de pouvoir regrouper les unités d'enseignement selon cette catégorisation. Les unités d'enseignement fondamentales, les unités d'enseignement transversales et les unités d'enseignement de développement. C'est le cas aussi avec sciences informatiques, plus précisément génie logiciel, où vous avez des unités fondamentales telles qu'informatique et bureautique, langage de programmation, algorithmique, ainsi de suite. Vous avez les unités de développement telles que langue et technique d'expression, valeurs, principes et symboles de la République. C'est presque une unité qui revient dans toutes les filières. Vous avez droit civil et législation sociale. Et comme unité transversale, vous avez introduction à la recherche et méthodologie du travail, mathématiques pour ingénieurs informaticiens, physique, comptabilité générale, ainsi de suite. Nous en venons maintenant au principe d'évaluation dans le système LMD. Comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-après, nous allons donner un certain nombre de principes. Et ce principe va nous aider à pouvoir comprendre la délibération. Point n'est besoin de pouvoir mémoriser tous les cadres normatifs pour pouvoir faire la délibération. Il suffit de comprendre ce principe et la délibération s'est fait automatiquement. Nous allons d'abord voir quelques principes fondamentaux, les principes de base sur l'évaluation. Le premier, c'est que le contrôle doit porter sur les connaissances, les aptitudes et les attitudes. Autrement dit, le contrôle dans le LMD doit porter sur les compétences. Et là, c'est une occasion que chacun se pose la question de savoir, est-ce que j'ai évalué les connaissances ou j'ai évalué les compétences? Je sais que nous avons été habitués à évaluer les connaissances. Nous posons des questions du genre, décrivez-moi, définissez-moi, donnez le schéma, appliquez ceci, cela, c'est bien. Mais très souvent, en posant ces questions, on recherche que l'étudiant ait des connaissances. On évalue simplement les connaissances. Et lorsque les étudiants se retrouvent dans des contextes où ils doivent appliquer ces connaissances, où ils doivent pratiquer ces connaissances, ils sont complètement perdus. Maintenant, on nous demande non seulement d'évaluer les connaissances, mais d'évaluer aussi l'utilisation des connaissances en contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des compétences. Donc, les connaissances en situation. Est-ce que nous l'avons fait? Le LMD exige cela et c'est le premier principe. Le deuxième principe, la délibération porte sur deux valeurs, contrairement à l'ancien système où la délibération
ne portait que sur une seule variable, la variable note ou cote, comme on l'appelle ici à RBC. Mais en LMD, la délibération porte sur deux variables. La note, qui est une variable décimale, et le crédit, qui est une variable binaire. Pourquoi nous disons que la note est décimale? La note, vous pouvez la donner avec des virgules. Mais le crédit n'accepte que deux valeurs possibles. Et ces deux valeurs sont le maximum ou le minimum. Pas de valeurs intermédiaires. Lorsque quelqu'un a eu la moyenne dans un élément constitutif ou dans une UE, il emporte tous les crédits, le maximum. Mais lorsqu'il est en deçà de la moyenne, il a zéro crédit. Voilà pourquoi nous disons que le crédit, comme variable d'évaluation, ne présente que deux valeurs possibles, le maximum ou le minimum. Donc c'est une variable binaire. Troisième principe, celui-là vous le connaissez, il est autant valable dans le LMD que dans l'ancien système. Les UE sont notés sur 20. Quel que soit le coût, petit ou grand, nous présentons nos notes sur 20. Quatrièmement, une UE peut être évaluée, cette règle vous la connaissez déjà, peut être évaluée par une épreuve terminale, ou un examen, ce que nous appelons un examen final, ou par un contrôle continu, c'est-à-dire par un rendu de travaux dans les matières assorties de TD, travaux dirigés, ou des travaux pratiques, par un projet ou un travail long, par une mise en situation professionnelle, ou par une combinaison de différents modes. Un autre principe exigé dans le LMD, dans l'évaluation LMD, c'est l'alignement pédagogique. Des Biggs, c'est un Australien qui a énoncé ce qui a fait ses travaux entre 1997 et 2004. Ce principe d'alignement pédagogique voudrait tout simplement dire qu'il doit y avoir une cohérence entre visée d'apprentissage et objectif d'apprentissage, entre les stratégies et activités d'apprentissage, les méthodes d'évaluation des apprentissages. Autrement dit, lorsque vous voulez enseigner et que les étudiants doivent apprendre, vous devez définir clairement les objectifs d'atteinte des compétences. Une fois définis ces objectifs, vous devez préparer du contenu aligné sur ces objectifs. Et une fois que vous avez aligné le contenu sur les objectifs, quand viendra le moment des évaluations, il faudra aligner les évaluations sur le contenu et donc sur les objectifs. On ne pourra pas aligner des évaluations qui n'ont rien à voir avec les objectifs d'apprentissage. Principe très important. Un autre principe LMD, c'est le principe de la seconde chance. Il faut toujours prévoir une épreuve supplémentaire de remédiation. L'objectif de l'acte d'enseignement-apprentissage n'est pas d'obtenir des échecs des étudiants. L'objectif, c'est pour aider les apprenants à bien apprendre. Il n'est pas question de leur donner gratuitement des points, des notes, mais il est question de les aider par des remédiations continuelles à pouvoir se rattraper. C'est ça le principe. Ce principe justifie le fait que nous avons toujours au moins 2 sessions. Une session principale et une session de rattrapage. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Vous devez appliquer ce principe même dans les interrogations. Vous posez une première interrogation, vous voyez que
à peine la moitié ou moins de la moitié a réussi à cette interrogation. Vous ne devez pas vous arrêter là. Vous donnez une seconde chance aux étudiants pour pouvoir refaire une autre interrogation. C'est le principe de seconde chance. Un autre principe, c'est le principe des calculs successifs des moyennes. Ce principe est simple. Les moyennes des niveaux donnés, d'une couche donnée, sert à alimenter le calcul de moyenne du niveau supérieur. C'est simple. L'ensemble des travaux contenus dans un élément constitutif vont vous donner la note synthèse de l'élément constitutif. L'ensemble des notes synthèse des éléments constitutifs nous permet de calculer la moyenne de l'unité d'enseignement. L'ensemble des moyennes de l'unité d'enseignement nous donne la moyenne du BCC, du bloc de connaissances et de compétences. L'ensemble des moyennes des blocs de connaissances et de compétences donne le bloc de moyenne, donne la moyenne du semestre. L'ensemble des moyennes des semestres donne moyenne de l'année. Voilà ce que nous appelons le principe de calcul successif de moyenne. Ceci dit, qu'en est-il maintenant du calcul de moyenne? Comment vous faites ce calcul? C'est simple. Calcul de la note pondérée des contrôles continus. Vous commencez d'abord par les contrôles continus. L'acte d'évaluation, vous ne commencez pas par un examen final, ça vous savez. Vous allez faire un certain nombre de travaux qui portent sur le cours magistral interactif, les travaux dirigés, les travaux pratiques. La note synthèse sera une note qui provient de toutes ces notes. Pour être concret, nous avons pris un exemple. Vous avez un professeur qui anime un élément constitutif appelé patronage 1 au sein d'une unité d'enseignement. Dans cet élément constitutif, nous avons des travaux dirigés, des travaux pratiques, nous avons des interrogations qui portent sur le cours magistral interactif et des tests. La maquette du programme, ça c'est le programme qui le détermine, c'est pas vous, nous dit ceci, que les TD doivent être notés sur un crédit. Pour un crédit, valent un crédit. Les travaux pratiques valent 2 crédits. Les interros et autres tests valent un crédit. Donc, dans l'ensemble, l'élément constitutif a combien de crédits? 4 crédits. Et si par exemple, l'étudiant a eu 11,5 dans les travaux dirigés, 17 dans les travaux pratiques, 8 dans les interrogations et tests, comment allez-vous calculer la moyenne? Très simple. Nous prendrons 11,5 fois 1, 1 étant le coefficient de pondération qui se trouve ici être le nombre de crédits, plus 17 fois 2, 2 étant le crédit des travaux pratiques, plus 8 fois 1, 1 étant le crédit des tests et interrogations. Et donc, la somme, nous divisons par 4. 4 est la somme de tous les crédits pour trouver le crédit total de l'élément constitutif. Ce qui nous donne 13,63 comme la note synthèse de l'élément constitutif patronage 1. Très simple. Parlons maintenant de régime d'évaluation et calcul de la moyenne semestrielle. La note globale, la note totale, vous le conviendrez avec moi, n'est pas constituée que de la note de contrôle continu. Vous pouvez avoir dans un élément constitutif de contrôle continu d'une part et un examen final de l'autre. Alors là,
Tout dépend du régime. Le régime le plus simple, le plus connu, c'est le régime mixte 50-50. Contrôle continu sur 50% et examen final sur 50%. Et donc, si par exemple, la note finale, la note à l'examen final est de 15, comment allez-vous procéder pour trouver la note synthèse? Tellement simple, la moyenne de l'essai dans ce cas est de 13,63 fois 0,5, c'est-à-dire 50%, plus 15 fois 0,5, c'est-à-dire 50%, et vous avez la moyenne 14,31. Donc ça, c'est la note que le titulaire de l'élément constitutif patronage 1 va présenter sur sa fiche de notes. Mais il va présenter ça où? Il présente ça auprès du jury des lieux de l'unité d'enseignement. Parce qu'ils travaillent tous dans une seule unité d'enseignement. C'est très important de le dire. La délibération est successive dans le LMD. La première délibération, elle s'est faite par chacun d'entre vous, devant sa fiche de notes, connaissant ses étudiants, en âme et conscience, pour décider de pouvoir délibérer ce qui mérite de réussir. Ça, c'est la toute première délibération et des personnels. Après la délibération des essais, on monte à la délibération des UE. Celle-là, elle est formelle. C'est une délibération de fait. C'est un jury de fait. Une fois que vous avez fait votre fiche de notes, vous transmettez la fiche de notes à celui qui gère l'unité d'enseignement, qui va faire une fiche de notes synthèse. Concernant le régime d'évaluation, il n'y a pas que le régime mixte, 50-50. Tous les cas de figure sont possibles. Il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, le régime ACC, à contrôle continu intégral, sans rattrapage et avec rattrapage. Contrôle continu intégral signifie examen final exclu. Par exemple, de première session, pas des premières sessions, et donc vous avez la moyenne des l'essai, par exemple, est de 13,63, comme nous avons trouvé. Si vous êtes dans un régime ACC intégral sans rattrapage, ça signifie que cette note est la note finale qui ne sera pas modifiée par un quelconque examen. Mais on peut avoir aussi le régime à contrôle continu avec rattrapage. Le régime à contrôle continu sans rattrapage, je peux prendre le cas d'une unité d'enseignement de stage. Lorsque quelqu'un a échoué en stage, il n'a pas la possibilité d'aller refaire le stage. Donc ça, c'est contrôle continu intégral sans rattrapage. Mais on peut avoir, par exemple, des unités d'enseignement, bien qu'il n'y a pas une session de rattrapage, mais on donne à la personne qui a échoué l'occasion de se préparer même pendant une certaine durée, un mois ou tout au plus 2 mois, et il revient. C'est le cas, par exemple, des architectes, des artistes, je veux dire, qui présentent un projet d'art. Si ce projet n'est pas valable, on lui donne l'occasion d'aller refaire un autre projet et de venir le présenter. Et donc, vous voyez que dans ce cas, c'est un régime à contrôle continu intégral, mais avec rattrapage. Et bien là, vous faites comme dans le cas précédent. Vous avez aussi des régimes mixtes avec des pourcentages différents. Par exemple, 30-70, 70-30. En effet, il y a des cours qui ont une grande composante pratique et une petite composante théorique. Une grande composante théorique, une petite composante pratique. Eh bien, le raisonnement est le même. Si par exemple, la note à l'examen final est de 15, la moyenne de l'essai sera calculée comment? Vous prenez la note obtenue au contrôle continu
vous multipliez par 0,3. 0,3 étant le pourcentage des contrôles continus par rapport à la note globale, plus 15 fois 0,77 étant le poids des éléments constitutifs, le poids de l'évaluation finale dans la note synthèse. Et donc, vous voyez, on trouve 14,59. Voilà pour ce qui est de régime d'évaluation. Calcul de la moyenne pondérée des lieux. On procède par un raisonnement similaire comme les essais. Prenons un exemple. Vous avez une unité d'enseignement intitulée Communication 1, qui comprend 3 éléments constitutifs: expression orale écrite, anglais technique, pratique de langue. Expression orale, 3 crédits, anglais technique, 2 crédits, pratique de langue, 1 crédit. Et dans expression orale, il a obtenu 14. Dans l'anglais technique, 16,5. Dans pratique des langues, il a obtenu 8. Comment vous trouvez la moyenne? 14 fois 3, 3 étant le coefficient de pondération, qui est le crédit, plus 16,5 fois 2, coefficient de pondération au crédit, et vous avez 8 fois 1, coefficient de pondération au crédit, et vous divisez par 6, 6 étant le total de crédits des essais. Et vous trouvez la note globale, la note synthèse de l'UE. C'est cette note qu'on va envoyer au jury du semestre, parce que, comme nous l'avons dit, il y a ce principe de délibération successive. Voilà le principe d'évaluation. Suite, calcul de la moyenne d'un BCC, d'un bloc de connaissances de compétences. Le raisonnement est similaire. Si nous prenons par exemple un bloc de compétences et de connaissances des outils transversaux, supposons au cours d'un semestre, ce bloc a 2 UE, communication 1, informatique vestimentaire. Et dans communication 1, il y a 3 essais, un essai de 3 crédits, un essai de 2 crédits, un essai de 1 crédit, et vous avez informatique vestimentaire qui a 2 essais, informatique générale à 3 crédits, infographie à 1 crédit. Et vous avez les notes telles que présentées, vous calculez la moyenne telle que nous l'avions fait en tenant compte des crédits, et on trouve pour la communication 1, 13,83, et pour informatique vestimentaire, 15,5. Et donc, les deux notes vous permettent maintenant de calculer la moyenne du BCC par le même raisonnement. Je prends 13,83 fois 6, 6 étant le crédit de l'unité d'enseignement, plus 15,5 fois 6, qui est le crédit de info vestimentaire. Et je divise le tout par 12, la somme de tous les crédits, et je trouve la note synthèse du bloc de connaissances et de compétences intitulé outils transversaux. C'est un raisonnement très simple. Ceci dit, venons-en maintenant au principe de validation des unités d'enseignement. Quand est-ce qu'on dit qu'on a validé une unité d'enseignement? Quand est-ce qu'on dit qu'on a validé un semestre? Quand est-ce qu'on dit qu'on a validé une année? Quand est-ce qu'on dit qu'on a validé un diplôme? C'est ça. Nous voudrions préciser ici que on ne valide pas les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs ou les éléments de matière à enseigner devraient être considérés comme les chapitres d'un même et seul cours qu'on appelle l'unité d'enseignement. Et donc, vous voyez que nous parlons de la validation à partir des unités d'enseignement. Quand est-ce qu'une unité d'enseignement est validée ou acquise? Une unité d'enseignement est validée ou acquise si et seulement si nous avons plusieurs cas de figure. La moyenne de l'UE est supérieure ou égale à 10 sur 20. Et tous les essais sont supérieurs ou égales à 10
eh bien, la décision, c'est que la personne est admise, l'étudiant est admis. Donc, il a validé l'unité d'enseignement sans compensation, il a capitalisé le crédit. Deuxième cas de figure, la moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20, mais quelques essais seulement sont supérieurs ou égales à 10 sur 20, et donc d'autres essais sont inférieurs à 10. La décision, c'est que l'UE est validée, mais par compensation. Les crédits sont aussi capitalisés. Troisième cas de figure, la moyenne est inexistante. Cela peut arriver pour plusieurs raisons que je ne voudrais pas détailler ici. La décision, c'est DEF, c'est que l'étudiant est défaillant ou l'étudiante est défaillant. La défaillance entraîne automatiquement, ipso facto, le rattrapage. Quatrième cas de figure, la moyenne de l'UE est inférieure ou égale à 10 sur 20. La décision, c'est agi. La personne est ajournée et donc doit revenir ipso facto au rattrapage. Le bloc de connaissances et de compétences, nous avions déjà défini le bloc de connaissances. Le raisonnement des UE est valable aussi pour les BCC. Mais les BCC, c'est plus à la fin de l'année que le calcul de moyenne de BCC s'impose parce qu'il va vous aider pour pouvoir décider du passage ou du non-passage des étudiants. Comme nous l'avons dit, notez bien, un BCC peut regrouper les UE appartenant à 2 semestres. Dans ce cas, le calcul de BCC se fera à la fin du second semestre. Le principe de validation de BCC, nous l'avons déjà dit, est semblable au principe de validation des UE. Parce que ici, on part de la moyenne du BCC. L'ajournement, comme on dit, ne peut s'appliquer à un BCC parce que il n'y a pas d'examen sur le bloc de connaissances et de compétences. Jusqu'à preuve de contraire. À moins qu'on vienne instaurer peut-être par la suite des examens sur le BCC, c'est possible. Le principe de validation du semestre, c'est pareil. La moyenne 10 semestres est supérieure ou égale à 10 sur 20 et tous les BCC supérieurs ou égales à 10 sur 20. La décision a 10. Et ainsi de suite. La moyenne des semestres inexistante, décision, défaillance, rattrapage. La moyenne des SM, il y a une erreur, la moyenne du semestre est inférieure ou égale à 10 sur 20, la décision c'est agir. La personne est ajournée et doit faire le rattrapage. Le même raisonnement est valable pour l'année. Seulement nous ajoutons que à la fin de l'année, une personne qui est ajournée, c'est-à-dire il a quelques unités d'enseignement à rattraper. Il fait le rattrapage, il valide quelques UE, il y a d'autres UE qui n'ont pas été rattrapés. Qu'est-ce qu'on va faire? Si cette personne a la moyenne dans le 2 semestres, si cette personne a obtenu au moins 75% de crédit, elle sera admise à l'année prochaine. Comme à Jacques, ajourné, autorisé à continuer. Seulement, dans ce cas, la personne doit avoir quelques dettes à rattraper. Et ces dettes sont des cours à part entière que la personne se doit de suivre et de valider encore avant de pouvoir les éliminer définitivement. Ça, c'est important. Et notre cas de figure, est-ce que on peut reprendre dans le LMD? C'est une question que plusieurs personnes ne cessent de nous poser. Beaucoup pensent que on ne peut jamais reprendre dans le LMD. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un raisonnement simple nous permet de comprendre que une personne qui n'a pas satisfait
à toutes ces conditions ci-citées, devra reprendre, c'est-à-dire qu'il n'a pas validé les 2 semestres. Il est en deçà de la moyenne quand on calcule les 2 semestres. Cette personne, on ne sera pas admise à l'année suivante. La personne va reprendre. Seulement la différence avec l'ancien système, c'est que dans l'ancien système, la personne reprenait toutes les matières. Ici, la personne a validé quelques matières et pour les matières validées, il ne pourra plus reprendre ces matières-là. Il ne pourra reprendre que les matières qu'il n'avait pas validées. Toujours une autre question qui nous est souvent posée par les étudiants, c'est que qu'est-ce qu'on fait lorsque on n'a pas validé pendant 2 ans? Lorsque vous n'avez pas, vous avez validé la première année, vous avez été obligé de reprendre. Et la deuxième année, vous n'avez toujours pas réussi et vous êtes en deçà de la moyenne. Devez-vous continuer à reprendre autant de fois? Je pense que ça ne serait pas juste pour cette personne de rester. Normalement, l'équipe d'orientation pédagogique devrait aider cette personne à s'orienter vers une filière, vers une mention où il pourra faire valoir ses crédits, les crédits obtenus, parce que les crédits sont capitalisables et à partir de là, la personne pourrait ajouter d'autres crédits dans une autre filière, au lieu de rester au même niveau et reprendre autant de fois. Voilà. Nous avons parlé d'une notion la notion de défaillance. Des étudiants peuvent être défaillants ou défaillantes pour les étudiants lorsque il manque ou elles manquent les notes. Mais quand on manque les notes, il y a plusieurs cas de figure possibles. D'où la nécessité de définir un règlement d'études par mention. Et c'est ce règlement d'études qui devra nous dire dans quel cas on peut considérer que cet étudiant est défaillant et a justifié ses absences ou n'a pas justifié ses absences. C'est ce que nous avons appelé les règles d'assiduité. Les règlements devront aussi nous dire quand est-ce qu'un étudiant peut être considéré comme un étudiant régulier pour présenter un examen, après avoir participé à au moins quel pourcentage des unités d'enseignement. Donc, tout cela sera déterminé par l'établissement. Ça, ce n'est pas une règle générale, mais c'est une règle qui devra être fixée par chaque établissement. Les jurys de délibération. Quelques principes du jeu. Les jurys prononcent l'admission ou l'ajournement des étudiants aux UE, au semestre, aux années et aux diplômes. Ils statuent souverainement et peuvent modifier ou supplier une note, comme dans l'ancien système. Le jury est souverain, nous l'avons toujours dit. Cette règle reste valable. Mais cette souveraineté est encadrée par les règles, par les règles fixées par le gouvernement. Le jury affiche les résultats anonymes, donc il faut absolument garantir le principe d'anonymat. Ça ne sert à rien de publier la liste avec le nom des étudiants, celui-là il est ajourné, ainsi de suite, non. Le PV, le procès-verbal de délibération, est remis au service de scolarité pour l'élaboration de relevés de notes, attestation des réussites, ainsi de suite, et supplément au diplôme. Les erreurs matérielles doivent être signalées tout au plus dans le 2 mois. Dépasser le 2 mois, il n'y a plus d'erreurs, on considère que tout est OK et on ne peut plus y revenir. Une autre règle, c'est que les fraudes et les plagiats doivent être réglementés. Quand est-ce qu'il y a fraude? Quand est-ce qu'il y a plagiat? Les jurys
existent à plusieurs niveaux. Nous l'avons dit, il y a les jurys des lieux, des UE, les jurys des blocs de connaissances et compétences, les jurys des semestres, les jurys de l'année et même les jurys du diplôme. Voilà. Pour terminer, nous allons parler un petit peu de l'archivage et présentation des résultats. Un document très important qu'on devrait apprendre à présenter dans le LMD, c'est le PV de délibération. Contrairement au système classique, où nous avions un PV avec des notes ou des pourcentages, ici, le PV devra être présenté avec les deux variables, comme nous l'avons dit, la variable note et la variable crédit. Alors, nous donnons ici un exemple. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez le procès-verbal qui reprend les noms des étudiants. Parce que le procès-verbal ne sera pas affiché en tant que tel, mais le procès-verbal est réservé au jury. Et donc, vous avez la première colonne, c'est la colonne des notes. Vous reprenez la note obtenue, la note synthèse obtenue pour toute l'année, parce que c'est un document d'archivage. Et la deuxième colonne comprend le crédit acquis. Le crédit acquis qui est différent du crédit requis. Le crédit requis, c'est ce qui était prévu. Les crédits acquis, c'est ce que l'étudiant a accumulé comme crédit. Donc, vous le faites pour le premier semestre, vous le faites pour le deuxième semestre, vous le faites également pour l'année. Toujours la note, c'est-à-dire le pourcentage et le crédit. Et la dernière colonne est réservée à la décision du jury. L'étudiant peut être admis, et vous devez préciser en session normale ou en session de rattrapage, où l'étudiant peut être ajourné, l'étudiant peut avoir repris, ainsi de suite. Et voilà comment vous présentez votre PV. Enfin, le relevé de notes. Les relevés de notes, vous voyez, tel qu'il est présenté, il ressemble un peu à un bulletin de l'école maternelle ou de l'école primaire qui reprend chaque fois la catégorie des cours. Ici, vous avez plutôt ce que nous avons appelé le bloc de compétences et de connaissances. Donc, vous avez le premier semestre qui a deux blocs, unité d'enseignement fondamental, unité d'enseignement transversal, unité d'enseignement de développement. Et le deuxième semestre, c'est pareil. Et vous avez la première colonne réservée aux unités d'enseignement. Vous ne reprenez que le code des intitulés des UE et les crédits requis. Cette unité d'enseignement requiert combien de crédits? Dans la deuxième partie, là, ce sont des matières constitutives de l'unité d'enseignement. Là, vous avez les essais et les crédits requis des essais. Voilà, ça c'est pour terminer la première partie. La deuxième partie, ça c'est les résultats obtenus. Et là, le résultat obtenu, vous le présentez en deux grandes colonnes. Les résultats obtenus à la session normale, les résultats obtenus à la session de rattrapage. Et là, vous avez toujours nos deux variables. Pour les éléments constitutifs, vous avez la note et le crédit. Et pour les UE, note et crédit. Donc, à la fin, les synthèses, les moyennes, vous allez le présenter au bas du document. D'autres présentations de ces documents sont aussi possibles, mais pourvu que toutes les informations qui ont été données ici puissent être présentes dans votre présentation. Voilà. Nous avons un cas pratique en Excel. C'est un cas qui vous permet de calculer un relevé de notes. Si vous arrivez à calculer ce relevé de notes, vous allez maîtriser toutes ces règles de délibération et ça vous permettra de produire un PV de délibération et
vous allez produire également une note synthèse à la fin. Voilà ce que nous pouvions dire sur les modalités de contrôle de connaissances et des compétences dans le système LMD. Chers participantes, chers participants, je vous remercie sincèrement de votre attention. En terminant par cette petite conclusion, il n'y a pas pire que de changer sans changer. Le LMD, c'est pour vous permettre de changer. Ne revenez plus sur les mêmes choses que vous avez toujours pratiquées dans l'ancien système. Merci. Hein?